Mardi 19 novembre 2019, une rencontre croisée avait lieu à la librairie Ombre Blanche entre deux auteurs des éditions Gallimard, Yves Perret pour Francis Bacon ou La mesure de l'excès et Franck Maubert pour Avec Bacon. Bonne écoute. What is Bien, merci d'avoir patienté et merci à nos deux invités d'avoir fait ce chemin pour vous rencontrer et puis rencontrer Pierre Cadars qui a accepté de dialoguer avec eux. Alors, je vais vous annoncer le programme. Il y a une grande actualité Francis Bacon, mais finalement, quand est-ce qu'il n'y a pas de grande actualité Francis Bacon? Bon, c'est une question à ne pas évoquer, je pense. Il y en a de bien plus importantes. En tout cas, je crois que nous sommes dans un siècle, on a parlé du siècle Picasso, on peut aussi bien parler du siècle Bacon, et même peut-être des siècles Bacon. Je vous laisserai disserter là-dessus. Pierre a accepté donc de dialoguer avec vous. Ce sera la première partie de cette rencontre. On va la situer dans 1 heure 10 de discussion autour de vos deux livres, dont je rappelle les titres. Ils sont tous les deux aux éditions Gallimard. L'un est dans un format spacieux avec des images et du texte, beaucoup de texte. Yves Perret, mais qui avait bien connu et travaillé autour de Francis Bacon depuis longtemps. Votre livre, La mesure de l'excès, Francis Bacon ou La mesure de l'excès, est contemporain de la dernière exposition, mais quand même n'a rien à voir avec l'exposition du Centre Pompidou. Peut-être que vous en direz quelques mots tout à l'heure de cette exposition. Et Franck Maubert, avec Bacon, c'est voilà, au moins quelque chose de ramassé dans le titre. C'est un témoignage Vous avez déjà publié un recueil d'entretiens avec Francis Bacon, et là il s'agit d'un témoignage amical, j'allais dire presque amoureux, un grand signe de reconnaissance à l'égard de la peinture et de ces moments que vous avez passés avec Francis Bacon. Vous avez eu cette chance-là, jeune, tous les deux d'ailleurs, jeunes, et vous avez accompagné l'œuvre de Bacon sur toute la longueur des années qui restaient à vivre à Francis Bacon. Voilà, donc la première heure autour de ces deux livres, puis le public pourra intervenir et vous interroger sur une vingtaine de minutes, après quoi vous avez été, je vous ai proposé de regarder ensemble quelques images, tirées d'ailleurs du livre de Yves Perret, 7 ou 8 peintures de Bacon, dont 2 triptyques. Voilà, juste pour à la fois le plaisir des yeux et de vous entendre sur des peintures, puisque dans la première partie, il n'y aura pas de... Voilà, il y aura juste à vous écouter et vous entendre autour de Francis Bacon et de ses peintures. Merci Pierre, je vais te laisser commencer. À toi. Bien, Christian Torel a dit déjà beaucoup de choses. Je vais essayer de prendre le relais. Et j'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet, peut-être par la bande. C'est-à-dire qu'on est toujours frappé par le contraste entre ce que l'on sait et ce que vous avez vu en particulier de l'atelier de Francis Bacon, un grand désordre. Et dire désordre, c'est peut-être même pire. Et à côté de cela, des tableaux qui sont toujours superbement encadrés avec une vitre. Est-ce que déjà, dans ce rapprochement entre un atelier de création, où on a l'impression qu'on est en plein enfer de création, et une volonté de distinction, de chic dans la présentation des œuvres, il n'y a pas une part de la vérité de Francis Bacon? Bonsoir. Plusieurs choses. Oui. Plusieurs choses. Voilà. Oui, enfin, le mot qui convient, évidemment, qui est habituel d'ailleurs, c'est le mot chaos de son atelier, qui était un. Comment dire? Oui, je sais pas. Un bazar terrible. Enfin, c'est surtout le sol, en fait, qui était une sorte de magma, d'amoncellement de choses très diverses, très intéressantes, parce que c'était des strates à la fois
de photographie. C'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs peut-être le plus intéressant, parce qu'il y ait de la peinture au sol dans un atelier de peintre, c'est un peu normal, on va dire, mais tout s'amoncelait et il y avait des photos qui dépassaient, qui étaient tachées et qu'il laissait comme ça et qu'il utilisait peut-être parfois après pour utiliser des fragments d'ailleurs de photos, n'est-ce pas? Voilà, alors vous avez parlé du... À côté de cela, donc, oui, œuvres telles qu'elles étaient présentées, plus on parle, alors, je crois. Il y a deux choses, c'est-à-dire effectivement le côté, la mise sous verre, en fait, c'est par ça, c'était pour que enfin, je pense que Yves Perret sera d'accord avec moi, c'était pour que le spectateur, enfin c'est le regardeur, entre un peu dans le tableau, n'est-ce pas? Non, Est-ce que c'était seulement cela? Est-ce que c'était pour que le spectateur se voit dans le tableau? Oui. Est-ce que ce n'était pas également une manière de transcender et d'isoler elle-même? Il y avait deux choses. Bonjour. Il y avait deux choses. C'est que dans la vitre et aussi le cadre. Le cadre, oui. Dans la vitre et le cadre doré, le cadre très traditionnel, il y avait chez Francis Bacon une provocation assez forte. Il avait aperçu que sa peinture, les gens, lorsqu'ils la regardaient, je pense à ces tableaux des années 40 et début des années 50, avant que le verre et le cadre ne fassent leur apparition, les gens s'attachaient, si on veut, aux touches, à la différence des touches. Et ce que les gens voyaient, c'était l'émiettement de la peinture dans la peinture. Et lui-même souhaitait, au fond c'est ce qu'il m'a dit, mettre une distance. À la fois une distance, mais c'est une distance paradoxale, comme tout chez Bacon, cette distance qu'il mettait entre le regard et la peinture qui d'un seul coup devenait unifiée par ce verre et soulignée de manière très belle par ce... Les formels, oui. Enfin. Formel, c'était très chic quelque part. Ça lui ressemblait pas tant que ça, à moitié, on va dire. Il y avait aussi là une invite, c'était à la fois une mise à distance et ça permettait aux spectateurs d'entrer mieux et d'entrer de manière plus globale dans la peinture. Il ne voulait pas que les gens s'arrêtent à des petits détails. Et ça, il me l'avait dit, il en avait souffert assez bizarrement. C'était une chose. Moi, je le rapporte même pas dans mon livre, ça. Mais et on ne l'a pas dit. Non, c'est vrai. On ne l'a pas dit. Mais il avait souffert de ça dans ses premières années, quand les gens s'étaient attardés à des choses comme ça. C'est vrai qu'on peut dire, et Franck a commencé à le dire, et on peut pas aller beaucoup plus loin que ça, ces monticules divers et variés qu'il y avait dans son environnement de travail, c'est-à-dire dans son atelier, et dans tous ses ateliers, parce que Rhys Muse, son atelier ultime, qu'il a longtemps occupé, est celui qu'on a tous dans la tête, mais les ateliers précédents étaient pareils. C'était un bazar indescriptible au sol, comme ça, avec des couches, des traces, des strates, tout ce que vous voulez. Tout le passé restait enfoui, pouvait ressortir, pouvait resservir. C'était idéal pour un archéologue. Voilà, c'était de l'archéologie à faire. Et lui-même était son propre archéologue en ce sens. Mais il y avait cette espèce de chaos, de bazar, de tout ce qu'on voudra, et sortaient de là des toiles qui étaient cliniques, nettes, impeccables, magnifiquement peintes, aussi bien dans les aplats absolument inouïs qui donnent une sorte de paix dans la peinture de Bacon, que les torsions violentes, qu'aussi bien les petits détails. Par exemple, parfois, il y a chez Bacon, dans le détail du sol, des petites touches qui sont tellement complexes, tellement belles, qu'on croirait du Monet. Et ça, il le savait. Et il y avait tout ça. Donc il y a un paradoxe, mais on en reparlera, des contradictions, il y en a non beaucoup chez Bacon, entre son univers, ce qui permettait à l'œuvre d'être créée, et la création de l'œuvre qui était tout le contraire, qui était au fond une violence d'un autre type, mais pas une sauvagerie, disons, de jeter par terre. Et ça rejoint aussi le personnage. Pardon, oui, alors j'allais justement poser la question. Le personnage, l'un et l'autre de vos rencontres avec Francis Bacon, et ce qui est frappant, c'est que, outre l'admiration, le souvenir très fort que vous en gardez, on a l'impression que ce n'est pas Dr Jekyll, Mr Hyde, mais qu'il y a un peu de cela. Oui, oui. C'est-à-dire un mélange de distinction et d'ivrognerie. Oui, mais justement, quand il peignait, il buvait de l'eau.
Et non, mais c'est... Alors, justement, vous racontez très bien une journée que vous passez avec lui. Oui, une nuit en même temps, oui. Enfin, une journée et une nuit, oui, continue. Une nuit, oui. J'imagine que les journées duraient longtemps. Oui. Ben oui, c'était des errances dans la nuit. Enfin, c'est... comment dire... Je sais pas. Enfin, je sais pas par où commencer. Faut-il dire qu'il aimait le jeu, qu'il était alcoolique, qu'il était homosexuel et... Oui, c'est tout ça, bien sûr. Affirmé. Oui, bien sûr. Je sais pas comment... c'était quel bout ça, commencer. et c'était peut-être plus. Il était lui. Peut-être plus et peut-être moins, oui. Peut-être moins. On ne sait Et pas. peut-être moins. Ce qu'on peut dire aussi à ce moment-là de notre propos, c'est que sa personnalité aussi diverse, variée, tout ça, c'est vrai que même les repas de midi, ils se terminaient à 5h, 5h30. Oui. Quand les restaurants commençaient à trouver drôle qu'à 2 ou 3, on soit encore là. Et alors, à ce moment-là, Bacon avait une réaction, on va aller prendre un verre ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, on s'était donné rendez-vous à midi et à 8h, on était encore ensemble. Oui. Moi, il m'avait donné un rendez-vous très tôt le matin, à 7h. Et où apparemment il était très frais le matin. Il était totalement frais. Il m'avait dit, la première fois, il m'avait dit vous avez de la chance, aujourd'hui je suis bien, j'ai pas reçu de coups. Il m'avait dit, j'étais un peu surpris parce que... Et alors, il m'a fait du café et on est allé dans... Ça, c'est amusant parce que dans sa cuisine qui était toute petite, en fait, c'était une cuisine salle de bain. En même temps, il y avait une baignoire sabot sur laquelle il y avait un étendoir avec ses sous-vêtements qui séchaient. Bon. Et puis, dans le coin cuisine, il y avait aussi bien la mousse à raser que de l'huile d'olive, etc. Et puis, au-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des reproductions de tableaux qui étaient ces tableaux anciens. Et il n'y avait que ça. Alors je lui avais dit, mais pourquoi vos tableaux? Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je mette d'autre? Bon. Et donc après, on discutait, et puis on buvait du café, et puis vers 10h du matin, il m'a dit, bon, on va quand même ouvrir une bouteille de champagne. Alors on a bu du champagne, et puis après on a bu encore du vin blanc, et puis après il m'a dit bon, on va aller déjeuner. Alors entre-temps évidemment on parlait d'un tas de choses, on va y revenir sans doute, et puis puisque là on parle juste du déroulement de la journée, et puis après on va au restaurant, alors on boit encore, et puis après je le raccompagne, il titubait un peu, il va faire la sieste, moi aussi à mon hôtel, et puis il me donne rendez-vous le soir, et puis on repart. Alors là, on était parti pour toute la nuit. En fait, effectivement, on a terminé par des cercles de jeu, vraiment des salles microscopiques où il y avait des pauvres ivrognes vraiment qui étaient accrochés au... Mais alors, ce qui est frappant, c'est que très tôt, il est reconnu, il devient une sorte de célébrité. Dès qu'il sort, on le reconnaît, l'un et l'autre, oui. Vous en parlez. Et curieusement, alors que beaucoup de peintres connaissent, après leur mort, une période de purgatoire, il n'y a pas de purgatoire pour Bacon. Pas encore, en tout cas. Il n'y en a pas encore, et on voit mal comment ça démarrerait maintenant. On ne sait pas, ça c'est... Est-ce que c'est parce que l'un et l'autre vous en parlez, Bacon vous oblige, chaque regardeur, chaque spectateur, à aller au plus profond de lui-même. C'est-à-dire qu'il révèle à chacun ses propres démons. Oui, il y a de ça. C'est-à-dire que ça se voyait dans la rue. C'est toujours d'actualité. Dans la rue, par exemple, je le relate, mais je le relate pour un exemple, mais c'est arrivé plusieurs fois. Il y a des gens qui se précipitaient au cou de Bacon et qui le remerciaient. Il remerciait d'exister et d'avoir fait ce qu'il avait fait. La première fois à Boulevard Saint-Germain où j'ai assisté, j'étais avec lui, et donc j'ai vu quelqu'un jeter, un monsieur s'est jeté dans les bras de Bacon. J'étais un peu surpris, quoi. Bon, mais c'était touchant, c'était très beau. Bacon était à la fois sans doute touché et un peu gêné, un peu... Il ne savait pas trop, bon, mais il m'a dit, ça m'arrive assez souvent. Moi, il me disait, on me déteste. Oui, mais c'était à Londres. Hein. C'était à Londres. Il me disait, les Anglais me détestent. Est-ce que justement, il n'y a pas des différences entre Paris et Londres? Si, à Paris, on l'adorait. Oui. À Londres, il était détesté. Oui. Parfois, il jouait non, aussi. il jouait. Pourquoi était-il détesté à Londres? Est-ce qu'il y a une explication, justement? C'est pas parce que c'est pas son mode de vie. Il aimait dire ça. C'est lui qui aimait se sentir détesté. C'est lui qui voulait être détesté. Lui, ça l'amusait, ce jeu, parce que faut s'entendre. À Londres, il n'était pas spécialement détesté. Il était détesté et adulé
dans des cercles particuliers. Oui, les bars Dans les bars, homosexuels. c'était les grands restaurants, Oui, les bars oui. de Soho. Oui, C'était oui. là où il Oui. était soi-disant et détesté, mais en même temps. C'était un jeu C'était aussi. un jeu. Oui. Il était adulé. Il était une. Soho, sans Bacon, a perdu énormément de son sel. Quand moi je vais à Londres et que je vais à Soho, par exemple, je vais toujours à Soho et j'imagine toujours Isabelle Rawhorn là qui attend au coin et qui va être éclaboussée un petit peu par une voiture selon le fabuleux tableau de Francis Bacon. Et j'imagine aussi Francis tel qu'il était à Soho. Mais tout ça n'étant plus, ça a perdu de son sel. Et à la fin de sa vie, à la toute fin, c'était un peu triste à Soho pour lui d'être à Soho et tout ça. Lui qui avait connu toutes ces choses et qui avait été une des lumières de Soho. Alors il disait qu'il était haï, détesté. En même temps, ces gens le vénéraient. C'était assez compliqué. Non, mais c'était un jeu en même C'est temps. un jeu, Enfin, dans c'est les un jeu. bars, en tout cas. C'est il y un jeu avait- dans les bars. Et alors, en revanche, Paris était une ville qu'il aimait beaucoup, et la France Il aussi aimait en beaucoup. général. Oui, oui. Beaucoup. Mais il C'était aimait sa- beaucoup la France. Alors ça tient à ce qu'il y avait vécu. Enfin, peut-être on peut revenir sur son lien. Sur la avec la partie, France. Oui. Un peu, mais c'est Mais bon, Il parlait le français Ah, très bien. très bien, Très, très bien, très très bien. Oui, oui. Très, très. Il lisait Magnifiquement. des auteurs français. Il lisait les auteurs Oui. français très bien. Proust, Proust, Duc mais de Saint-Simon. il lisait Proust en anglais et en anglais, français. Voilà. Parce que Il lisait Baudelaire en français, bien évidemment. Et parfois, il disait qu'il avait du mal à lire certaines choses, mais ce n'était pas tout à fait vrai. C'était des coquetteries aussi, un peu. Mais il avait été formé dans sa jeunesse, après Londres, il était formé Berlin. à Berlin et à Paris. À Berlin, il a appris beaucoup. Il a découvert encore plus qu'à Londres. ça a Et duré puis- un an. un an à Berlin, oui, un an à Berlin. Oui. Il faut peut-être raconter les circonstances avec l'oncle et tout ça, non? Mais ça va nous entraîner peut-être un peu loin, il faudra je qu'on sais vienne à pas. l'œuvre quand même. Un peu. Bah oui, c'est ça. oui. C'est-à-dire que c'est bien beau. Parce que Mais c'est assez magnifique. indissociable en même temps. C'est assez indissociable. Parce que parfois, il y a l'œuvre qui prime. Son père l'avait chassé de la maison parce qu'il était homosexuel, quand il avait découvert ça, et il l'avait confié à un oncle qui partait à Berlin, et cet oncle l'avait séduit. Alors, c'était en fait, soi-disant que c'était pour le remettre dans le droit chemin, ça l'avait au contraire enfoncé dans le chemin de ce que son père voulait combattre. Et c'était les années de l'Ange bleu. Hein. C'était les années de l'Ange bleu. Pour C'était résumer. les hein. années. Il faut savoir que Francis était avec son oncle. Et il vivait à Unter den Linden, l'artère qui à l'époque était la plus belle de Berlin, qui l'est restée, mais qui était légendaire dans un Berlin qu'on ne peut plus connaître, bien évidemment. Et là, il s'était familiarisé surtout, à vrai dire, ce qu'il passionnait, c'était bien sûr les bars, mais c'était surtout les théâtres. C'était les théâtres de Berlin. Il m'a parlé avec beaucoup de... il y avait une certaine mélancolie dans son évocation des théâtres à Berlin. Et après, il a eu Paris. Paris, c'était autre chose. À Paris, il vivait à Chantilly, dans une famille française, dont la mère de famille, au fond, lui a fait perfectionner parfaitement son français, de sorte qu'il parlait par la suite un français admirable, et qu'il avait une chose extraordinaire, Bacon, ça je tiens à le dire, pour lui rendre vraiment hommage, honneur, tout ce qu'on voudra, c'est que quand il se lançait en français, il ne traduisait pas son anglais en français, il cherchait en français. Et même, il risquait des inventions verbales, des sortes de d'essais. Et il était aux aguets parce qu'il aimait voir la réaction de son éditeur français à côté de lui, son ami français, qui réagissait ou ne réagissait pas à cette innovation qu'il avait faite. C'était un très grand créateur de langue. Et par exemple, puisque vous parlez de ça, Yves, la fameuse phrase « l'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux », je pense que c'est une... Parce que moi, j'ai recherché dans toutes les traductions, je ne l'ai trouvé nulle part. Et j'ai trouvé chez Le Comte de Lille le sang me sourit ou quelque chose comme ça, donc c'est très pâle à côté. Et pour le même vers d'Eschyle, et je pense que c'est sa traduction, sa propre traduction, qui est d'une force inouïe, quoi, cette phrase. Oui, elle est Alors, très belle. justement, dans cette manière de jouer avec le français, j'aimerais
boucler la boucle des villes qui ont compté pour Bacon, c'est Monte-Carlo, et la part de jeu qu'il y a constamment dans sa vie. Il est allé à Monte-Carlo pour ça. Monte-Carlo pour ça, mais peut-être aussi dans sa Pour son recherche art, de peinture. Est-ce qu'il n'y a pas de cela, c'est-à-dire la manière de toujours se lancer, prendre des risques et ne pas savoir ce qui va arriver en fin de parcours? Oui, Est-ce bien que je me évidemment. trompe en Ça voyant l'excitait, cette oui, démarche oui, il y avait quelque chose chez comme Bacon. ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on pourrait dire que pour Bacon, le jeu de casino, le jeu de hasard, a plus de rapport avec son art Oui. que n'en aurait l'alcoolisme ou Oui. l'homosexualité. Absolument, oui. C'est ça, je tiens à le dire parce qu'on n'aborde pas ces sujets-là, parce que c'est pas très bien, mais le jeu est pour lui, dans une façon de faire assez différente mais assez proche de Mallarmé, Oui. Oui. le hasard, la maîtrise du hasard, la recherche de l'accident. Ces choses liées, cette espèce de volonté de dépasser tout, comme ça, de tenter l'impossible. Mais avant d'attaquer une toile, il y avait un début, mais il ne savait pas où il allait. Non, et c'est ce qui l'excitait le plus. Bien sûr. Ouais. Au fond, quand il faisait une toile, il travaillait tous les matins, ça durait 15 jours. Au bout de 15 jours, la toile était finie, à peu près. Il pouvait la reprendre, mais peu, parce que s'il la reprenait, il la gâchait en général. Mais au tout début, ce que dit Franck est juste, il faisait une vague esquisse, mais presque pour se rassurer. Et cette esquisse, il m'a toujours dit, c'était sans doute tout à fait vrai, était débordée. Alors on a des exemples fameux, la peinture de 46, son premier tableau acheté par un musée, le MoMA à New York, c'est Alfred Barr, le fondateur du MoMA, qui a acheté ce tableau, alors que Bacon était encore peu connu. Ce tableau prodigieux, bon, le parapluie qu'on voit au premier, qui est obsédant chez Bacon par certains côtés, c'est un ancien oiseau. Et l'orateur qui parle au milieu des viandes découpées, c'est un ancien gorille. Donc, l'oiseau et le gorille ont été remplacés par un orateur qui parle un peu comme un homme politique, qui s'adresserait à une foule et qui la haranguerait, avec un parapluie au-dessus de lui et entouré de viande de boucherie avec des micros placés. C'est ça. C'est un très curieux tableau, mais c'est un tableau qui s'est retourné, puisqu'il s'est métamorphosé. C'est souvent l'histoire de Bacon. Bacon fait un tracé initial assez sommaire qu'il ne respecte pas. C'est déjà, mais il y aurait beaucoup à dire, et ça nous entraîne très loin sur toutes les contradictions surmontées par Bacon, c'est-à-dire des tensions contraires qui s'unissent en une force supérieure. Bon, c'est ça, tout l'art de Bacon, dans la vie comme dans son œuvre. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant. Et voilà. Mais dans cette part de jeu, est-ce qu'il n'y a pas parfois également une volonté de perdre, c'est-à-dire son rapport à l'œuvre, et où il est toujours mécontent du résultat? Il était toujours mécontent, d'ailleurs. C'est parce C'est-à-dire, que... il n'y a pas ce côté, comment dire, masochiste, je ne sais pas comment l'appeler. Ah, il y a sans doute une part de masochisme chez lui, dans sa vie comme dans son œuvre, d'ailleurs, enfin, dans ce qu'il faisait, oui. Oui, on peut dire ça. Oui, ça. Ce qu'il y a, c'est que très souvent, il y a quelque chose de masochiste au-delà de ce que nous pouvons penser tous, parce que ce sur quoi il s'acharnait le plus, c'était ses plus beaux tableaux. Il voulait les pousser plus loin, toujours plus loin, et il finissait par les perdre. Ces tableaux étaient anéantis. Il prenait un couteau et c'était terminé. Mais, en fait, après, très vite, les marchands ont compris qu'il fallait lui arracher les tableaux. C'est ce que faisait la Marlborough Gallery. La Marlborough faisait ça tout le temps. Et moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, ils viennent chercher mes tableaux et hop, ça C'est part ça. et après, je veux plus les voir. Il me dit. Oui, des fois, ils n'étaient même pas secs. Ouais. Parce qu'on avait toujours peur qu'il s'acharne sur un tableau. C'était constant. C'est-à-dire qu'il trouvait que le tableau pouvait améliorer. Alors, c'était vrai. Alors, il améliorait son tableau, et puis d'un seul coup, il retombait. Il y avait un ajout de trop. Et ce qui était aussi le leurre le plus fou, et la souffrance pour lui la plus grande, c'est qu'il voulait améliorer des tableaux qui étaient des chefs-d'œuvre. Mais là, il ne pouvait pas les améliorer, c'était impossible. Il avait atteint l'absolu. Il ne pouvait pas s'en sortir. Oui, ça, Et il donc, ne pouvait quand pas il le savoir. C'était pas à lui de dire que c'était... C'était pas à lui de le dire. Je sais bien. Non, mais lui, il ne pouvait pas vraiment le savoir. Ça, Franck a raison. Il pouvait pas. Et alors en même temps, l'un et l'autre, vous retracez la vie et l'œuvre
de Francis Bacon en voyant qu'il y a une suite logique, c'est-à-dire que même s'il y a 2-3 périodes un petit peu en creux, vous parlez période 58-61, qui est peut-être une période moins intéressante, mais il reprend des mêmes thèmes et il est toujours à la recherche d'expressions nouvelles, de quelque chose qui... Il ne reprend pas toujours les mêmes thèmes, parce que parfois, dans les 20 dernières années, vraiment, là, il surprend. Hein. Enfin, des tableaux qu'on va voir, je crois, tout à l'heure, la Dune, le jet d'eau, etc. Disons que l'évolution commence en 1944. On peut donner peut-être quelques références dans le temps. Il commence à peindre à la fin des années 20, début 30. Oui, c'est ça. 29. Jusqu'en 1944, voilà. Il est décorateur. Non. Pas seulement, il fait de la... Non, ça, c'est les années 30. Jusqu'en 30. Voilà, jusqu'à la fin, en 32. Oui, non, parce qu'il y a une toile qui est fondatrice, c'est la fameuse crucifixion. C'est la première crucifixion en noir et blanc, qui est un chef-d'œuvre total. Oui, qui est un chef-d'œuvre absolu. Vraiment. Que vous reproduisez d'ailleurs dans le livre. Du reste, toutes ces œuvres qu'il a... Parce que il a fait comme beaucoup d'autres peintres, mais plus radicalement souvent. Tout ce qu'il a fait entre 1929 et 1944, il l'a pratiquement entièrement détruit. Dès qu'il pouvait reprendre un de ses tableaux, il le détruisait. Parce que, je me souviens que dans la conversation, il concédait très difficilement, et avec très peu de gens, qu'il avait une œuvre avant son fameux tableau formidable et qu'elle allait changer l'histoire de l'art, de reste, et son histoire à lui. C'est ce tableau, c'est la crucifixion première, c'est-à-dire ses études au pied d'une crucifixion, ses études de figure au pied d'une crucifixion, hein, ce tableau de 44. Bon, ça, c'est une chose, c'était ce qu'il considérait, lui, comme son point de départ. Mais son point de départ n'était pas là. Il était en 29. Il avait élaboré tout au long, notamment en 31, en 33 et en 36, des œuvres fantastiques. Mais elles ne le satisfaisaient pas, et par la suite, il les a détruites autant qu'il a pu. Un jour, je lui ai parlé des paravents. Il n'en existe plus que 2, comme vous le savez, les paravents qu'il a fait dans sa période de décoration, et qui sont sensationnels. Bon. Et j'avais dit à Francis que je les trouvais sensationnels. Il m'avait dit, Yves, c'est faux. C'est nul. Et puis après, il avait éclaté de rire, et il m'avait dit, non, quand même, oui, ça existe. Il faut peut-être juste rappeler que c'est un peu dans l'esprit, on va dire, de Charlotte Perriand et de Le Corbusier, enfin plus de Fernand Léger, c'est-à-dire de Fernand Léger, oui, beaucoup. Oui. Ça, il me l'avait dit, Fernand Léger. Oui. Ça le marquait de Picasso, aussi d'un certain Picasso. Oui. Il s'est servi de tous ces gens, il a fait quelque chose d'autre, et par ailleurs, il faisait des meubles, des tapis, des meubles design extraordinaires, à la manière de Paris métal, et de Vienne. Vous voyez, c'était un peu ça. Il était dans l'art déco. Des tapis aussi, d'ailleurs. Il a fait des tapis. Oui. Des tapis, il en reste 2 ou 3. Oui, et 2 ou 3 par avant, 2 par avant, 3 tapis, et puis un certain nombre d'aquarelles. Et ce qu'il reste, c'est qu'il n'a pas pu les attraper. C'était dans les mains d'amis qui les avaient achetés, qui ne voulaient pas les voir détruire. S'en séparer, oui. Alors c'est resté, et dans certains musées, on les voit. Alors aujourd'hui, je suis très déçu parce que le formidable paravent qui était à la tête Britain à Londres, il n'y est plus parce que j'avais toujours cru que c'était la propriété de la tête, et en fait c'était un dépôt de quelqu'un qui le possédait. La personne étant morte, il est à vendre et on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir. S'il va être racheté par la tête pour finir, ou si c'est quelqu'un, un riche collectionneur, qui va l'acheter. Qui va marcher dessus. Oui. Alors nous avons parlé justement de ce qui fait le point de départ de l'œuvre très personnelle, qui est des personnages de crucifixion. Et j'aimerais reprendre, vous retrouvez l'un et l'autre. Frank Maubert, vous dites, il est le plus grand peintre religieux du siècle à sa façon perverse, vous rajoutez. Et vous dites, vous, que ces peintures viennent après la croyance, mais restent intensément religieuses, en hurlant leur athéisme à travers la torture de l'homme. Bon, cette part religieuse, chose, en fait, cette part religieuse, il n'est pas religieux lui-même. Non.
Est-ce qu'il considère sa peinture comme une forme de religion? Non. Non plus. Sacré Donc, peut-être. En quoi C'est y a-t-il quelque chose de religieux chez lui? Il y a Avant de plusieurs parler choses. du corps et Non, de... il y a une chose, déjà, c'est l'utilisation du triptyque. Ah bah oui. Voilà. Ça, il y a un rapport très fort, puisque le triptyque, c'est quand même... voilà. Parce que vous retrouvez l'un et l'autre à parler de religion à propos de Bacon, ce qui est inattendu. Ben oui et non. Mais Mais... ce qui est en même temps une évidence, parce que le triptyque, il a deux origines pour Bacon. C'est d'abord... Il a fait plusieurs triptyques, il faut déjà Il dire. a fait beaucoup de triptyques. Beaucoup de triptyques. Et il a fait suite 44 en avant-courrier, et puis après, il a fait, à partir des années 60, un grand nombre de triptyques. Puis il y a eu des déclinaisons aussi en même temps. Oui, il y a eu des déclinaisons. Oui. Alors, simplement, ce qu'on pourrait dire sur le triptyque, c'est qu'il a deux origines pour Bacon. C'est les grands triptyques de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, ça d'accord. Les Flamands, les Italiens, c'est ça qui le fait penser triptyque, tous à sujet religieux, Bien sûr. Quasiment. sauf exception, il y a quelques exceptions. Et puis, le triptyque, c'est la tragédie d'Eschyle. C'est un triptyque. Bon. Alors, pour lui, il avait la double caution de l'art à son plus haut et de la littérature à son plus haut. Donc, c'était ça qui imposait la forme du triptyque. Mais le triptyque, l'aspect narrativement religieux serait-il exclu? Reste une forme de religiosité vidée de son contenu immédiat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très religieux, et même parfois ça va au-delà, c'est dans la thématique que c'est religieux, comme les crucifixions, comme oui. là on est en plein sujet, les crucifixions, le martyre, et ce qui dominait Bacon, qui refusait toute religion, mais qui aimait beaucoup l'idée de sacré. Donc là, on se retrouve au cœur de son débat, c'est-à-dire qu'il est, comme beaucoup d'entre nous, moins attiré par l'immédiatement religieux que par le sacré, qui est plus près, à mon sens, et c'est pour ça qu'il était comme ça, plus près du mystère. C'est-à-dire plus près de ce que le religieux n'atteint pas tout à fait, mais que le sacré atteint tout de suite. Et d'une part d'irréel aussi. Voilà. Le réel et l'irréel mélangés. Ouais. C'est ça. Donc, j'aimerais une autre approche également dans l'œuvre de Bacon, c'est le rapport entre le corps et le paysage, qui me semble très intéressant. Vous en parlez là aussi l'un et l'autre, et avec une évolution dans le temps, avec les derniers tableaux qu'on pourra voir peut-être tout à l'heure. Est-ce que c'est montrer le corps comme un paysage? Est-ce que c'est voir le paysage? Enfin, comment sentez-vous ce rapprochement des deux dans l'œuvre de Bacon? C'est-à-dire, je pense que pour lui, il faut être clair. Oui. Il n'y a rien d'autre, mais rien, en dehors de l'homme, son corps et son visage. C'est ça qui intéresse Bacon et qui l'obsède. Alors, ceci dit, il y a autre chose. Il y a le paysage, pour l'homme, et toujours humanisé. Et il y a les animaux, humains. J'ai toujours dit, et ça, Bacon l'a lu, j'ai toujours dit que les singes de Bacon, que j'aime particulièrement, ces singes sont magnifiques, toujours différents. Ça ne forme pas une série, c'est un retour de loin en loin d'un thème qui est le singe. Et ces singes sont pour moi l'équivalent de ces papes. C'est la même chose. Et, du reste, il y a un moment où un singe hurle dans sa cage avec l'ampoule au-dessus de lui. Mais là, on retrouve les papes hurlants. Comme oui. le pape. Mais là, il Comme faut le pape peut-être revenir aux origines de ces inspirations qui sont la série de photos de Muybridge, par exemple, ou de Maret. Il faudrait. Ça vient de là, en fait. Ça vient de là. Aussi. Il n'y a pas que ça, mais... C'est dit. Son admiration des animaux vient de là. Ça, c'est sûr. Et son amour dans le corps humain, du mouvement. C'est le mouvement, c'est et ce de que la j'ai. torsion du mouvement. C'est Il y a deux choses. Il y a le mouvement et la torsion. C'est ça. Ces deux choses-là viennent de Muybridge. Oui. Muybridge était pour lui un dieu, à juste titre, du reste. Et ce qui fait quand même que Bacon a toujours dévié. Parce que Bacon n'est pas un copiste. Quand il admire Degas plus que tout, quand il rend le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un autre peintre, c'est quand il compose un magnifique singe en Afrique du Sud et que le pelage du singe fait penser au tutu des danseuses.
moi, j'avais vu ça, et j'en ai parlé à Bacon. Il m'a dit, mais vous avez vu ce que j'ai voulu faire. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Oui, parce que c'est jamais de l'illustration. C'est jamais de l'illustration. Il s'en fiche et il ne copie pas la même chose. Quand il reprend le tableautin que les nazis avaient sottement brûlé, monstrueusement brûlé, de Van Gogh, le peintre sur la route de Tarascon, qui était un petit tableautin, qui était ce que Van Gogh lui-même appelait une pochade. Bacon le métamorphose en un tableau gigantesque, d'un expressionnisme sublime, et qui est beaucoup plus Van Gogh que le petit tableau de Van Gogh n'est Van Gogh. C'est-à-dire que là, il exagère la touche de Van Gogh. Il exagère la touche de Van Gogh. Et dans tout ça, dans toutes ces emprunts qu'il fait, il est toujours dans la recréation. Et pour en revenir à Muybridge, dont on a parlé, des photos, des images de Muybridge, le mouvement, oui. Le mouvement, toujours le mouvement. Il était obsédé par plusieurs, par une dizaine surtout, mais là, celle qui lui plaisait presque le mieux, c'est les lutteurs, qu'il a peint 4 fois. Mais, par exemple, dans le plus beau des lutteurs, c'est-à-dire 2 figures de 1953, ce ne sont pas des hommes qui luttent, ce sont 2 hommes qui copulent. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Bacon introduit dans la folie du mouvement, qui est celle de Muybridge, l'érotisme nécessaire à une certaine expression qu'il veut rendre. Là, c'est même au-delà de l'érotisme, là, c'est plus que... Oui, c'est plus que oui, c'est violent. Enfin, c'est violent. C'est violent. C'est très violent. Oui. Et en même temps, dans le même tableau, les 2 figures de 53, vous avez cette violence des 2 corps, qui ne sont plus des lutteurs, mais des hommes en train de faire l'amour. Mais vous avez en même temps les draps, qui sont blancs, avec des couleurs bleues et roses, qui se détachent, qui sont d'une subtilité, d'une beauté, d'une tendresse, c'est-à-dire que... Puis les arrière-plans aussi, rayés, magnifiques. Tout ça vient équilibrer la démesure du couple au centre. Donc il y a une sorte, toujours chez Bacon, ça fait partie des immenses contradictions, la violence et la tendresse. Par exemple, c'en est une. Et pour revenir au paysage, c'est un fond qui permet de dégager la figure. Parce que ce qui l'intéressait, c'était effectivement le centre du tableau, c'était des personnages en mouvement, la plupart du temps. Enfin bon, si on ne parle pas des portraits, c'est à part. Mais le fond était là pour sublimer les corps qu'on voyait au premier plan. En fait, c'était ça. Hein. Et notamment l'utilisation des couleurs fausses. Qui étaient l'orangé, le rose presque tyrien, les mauves, etc. Et ça, bon, j'ai retrouvé une phrase de Van Gogh dans son journal où il dit que les couleurs fausses, le factice, aident à transfigurer, à mieux voir la réalité. Voilà. Oui. Yves Perret, justement, vous avez souligné l'évolution dans l'œuvre de Bacon, dans ce rapport entre le sujet lui-même et le fond. Et la démarche n'est pas toujours la même. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu ? On revient à tout à l'heure quand on a parlé du verre qui est mis sur le tableau et du cadre. De l'architecture derrière le Voilà. Ce qu'il y avait, le grand... C'est un tournant comme assez important, mais bon, il ne faut pas l'exagérer. Chez Bacon, en 61, jusqu'à 61, Bacon peint d'abord le fond, par touche. Et il dégage les figures qui s'exacerbent depuis le fond. Il se trouve qu'entre 58 et 61, Bacon est en difficulté, en très grande difficulté. Il va peindre à peu près 6 à 8 tableaux magnifiques dans cette époque-là, pas plus. Mais c'est la période où il est au Maroc, voilà, je crois, et au Maroc, où il ne peint pas parce qu'il trouve la lumière trop violente. Oui, mais même à Monaco, d'ailleurs, il dit... Et à Monaco, ça ne va pas. C'est ça ce qu'il va m'a jamais. dit. Oui. Et en fait, si vous regardiez bien, si vous voyez toute l'œuvre, en réalité, les seules peintures qui se détachent ont une touche d'un vert très, très fort. Et c'est... Bon, il y en a 4, 6, 8... C'est une sorte de vert véronèse, je crois, voilà, qu'on appelle. Tout à fait. Et
ces tableaux-là, il y en a des très beaux. Il y a le fameux portrait de Muriel Belcher, il y a le portrait d'un personnage d'après Van Gogh, il y a 2 hommes enlacés dans un lit, il y a quelques éléments. Il y a un Georges D'ailleurs aussi, il me Il y a un semble. Georges D'ailleurs. Alors tout ça, c'est une époque qui finit et Bacon sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et là, il y a une sorte de retournement. C'est-à-dire qu'au lieu de peindre le fond d'abord et les figures ensuite, il peint d'abord la figure et il entoure la figure d'un fond en aplat et non plus en touche. Et au fond, c'est comme une mandorle qui vient entourer. Il y a un côté très pop, en fait, de la peinture pop, avec une sorte d'aplat de couleurs. Hein. Il y a tout à fait ça. Là, il est marqué par ça. Puis il faut qu'il trouve autre chose. Il veut trouver autre chose. Et c'est là qu'il a l'idée d'ajouter le vert et le calme. Tout ça se fait en même temps. C'est un moment, il ne faudrait pas l'exagérer. Parce que la série des têtes, la série des singes, la série des papes, tous ces personnages bleus qui étaient avant, sont exceptionnels et sont déjà tout, Bacon. Et suffirait à sa gloire. Ça suffirait, ce que j'allais ajouter, bien sûr. Oui. Ça, oui. Alors, simplement, lui, il est dans une difficulté. Il ne peut pas vraiment continuer. Il est bloqué. Alors, du coup, il inverse. Il retourne les choses. De même qu'à un moment, il a retourné la toile. Il n'a pas peint sur la toile préparée, oui, mais sur son envers. Il a peint sur l'envers des choses, ce qui en dit long. Oui. Hein, c'est techniquement vrai, mais c'est très intéressant au niveau du sens, hein, peindre sur l'envers des choses. Alors, également, toujours dans la présentation des tableaux, ce qui surprend parfois lorsqu'on découvre des œuvres de Bacon, c'est la présence des ampoules électriques et des flèches. Vous vous en expliquez l'un et l'autre. Alors, l'ampoule électrique... L'ampoule électrique, moi j'ai trouvé dans son atelier à Rismuse, il y avait 7 ampoules qui pendaient. Alors, d'ailleurs, je lui ai dit, il m'a dit oui. Bon, voilà. Donc ça, c'est aussi bête que ça. Mais donc, vous y voyez, Yves, un signe de mort. Oui, ah. Ça c'est certain. C'est-à-dire que l'ampoule électrique... à Rismuse, elle existait réellement, mais on peut se demander, dans la mesure où l'ampoule apparaît dans les tableaux bien avant Rismuse, bien avant, dans les tableaux de 40, elle est déjà là. Oui, mais ça, c'était dans tous les ateliers, mais dans tous les ateliers de peintre, il y avait une ampoule. Ouais. Mais je sais pas si on elle est toujours là Rubert, pour accompagner l'indice de ce que j'appellerais la mort ou le mortel, je ne sais pas comment il faudrait dire. Parce que chez tous les peintres entre deux guerres, les peintres misérabilistes, qu'on appelait dits misérabilistes, Francis Gruber, il y avait cette ampoule. Voilà, oui, mais c'est pas là. Elle n'est pas la même, elle prend... Non, je crois pas. Et alors, je le lis à la flèche, justement. Alors, la flèche... Il a aussi des signes. Est-ce qu'on c'est volontaire? Mais pas une flèche. Alors, la flèche, moi, ça me choquait beaucoup, ces flèches. Et je n'avais pas tellement réfléchi. J'avais osé... j'avais à l'époque, je crois, 20 et quelques années, 27 ans, ou un truc comme ça, quand j'étais là pour la première fois dans son atelier, et je n'ai pas vraiment réfléchi. Je lui ai dit, mais écoutez, ces flèches, moi, je ne les aime pas. À quoi ça correspond? Je ne comprends pas. Et il me dit, oui. Alors, il me dit, c'est pour désigner, pour souligner là où on doit regarder. Je dis, enfin, on regarde, pas besoin de flèches. Puis après, il me dit, oui, et j'en conviens. Il me dit, oui, Franck, vous avez raison. Les flèches, ça sert à rien. Bon, voilà. Et puis après, je regardais d'autres tableaux plus tard, et il avait remis des flèches. Bon, alors, Yves Perret, vous en faites une analyse. Je ne vais pas vous citer, puisque vous pouvez le dire vous-même. Dire que on découvre avec les flèches une tendresse complice de ce qu'elles désignent, plutôt qu'un doigt accusateur pointé sur cela même. Oui. Là, c'est un signe de tendresse. Moi, je vois dans les flèches une chose qui est une reprise, mais très différente, des tublures qu'il y a en général dans les tableaux de Bacon. Dans les tableaux de Bacon, les personnages sont très fréquemment encagés. Oui. Ils sont comme il y a des tublures. Et les tubulures, qu'on retrouve, qui existaient dans ces meubles du début. Exactement. Hein, c'était... Ça, c'est étonnant. Ça, ah oui. Ça, oui. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Le côté clinique. Oui. Parce que, au fond, Bacon a détesté être décorateur en étant excellent décorateur, mais il a toujours gardé des éléments
de ce savoir-faire dans ces tableaux. Ça perce par moments. Et la tublure est intéressante. Et moi, j'avais vu les flèches comme un indice de plus. C'est-à-dire la tublure enferme, les flèches désignent, C'est ça. et il y a là quelque chose qui, de toute façon, bloque le personnage qui, en somme, étant un Enfermé, martyr, encagé. un martyr, Oui. est en crise, forcément. Alors, cette crise qui intéresse tant Bacon, cette crise de l'homme qu'il n'arrête pas de peindre, elle est marquée, les tublures. Je ne parle pas des déformations physiques, des torsions du corps ou du visage. Non, les tublures, c'est l'aspect géométrique qui vient encercler l'homme, et la flèche est aussi un élément géométrique que Bacon reproduisait, au fond, de manière même mécanique, et c'était un procédé mécanique qu'il utilisait pour mettre ses flèches, hein, avec des couleurs toutes différentes, en général. C'est un petit peu... Les flèches, je ne l'ai jamais dit, mais je le pense, me font penser, c'est une espèce de... C'est autre chose, mais ça fait penser aussi aux morceaux, les journaux qui sont... Qui sont les froissés. journaux qui sont froissés au sol. Ils sont faits avec les lettres A7. C'est des lettres A7 à chaque fois. Et dans ce cas de toutes ces lettres A7, ça désigne ça. Et même les papiers journaux, eux, sont l'équivalent des flaques, qui sont des flaques de vie et de mort. Et je pense que tout ça concourt à une dramaturgie, j'allais dire un rituel, qui est celui de la souffrance. De la souffrance. La souffrance, c'est peut-être, oui, de la mort, enfin de la fin d'un... Oui, C'est oui. ce que j'ai dit. Mais Oui, bon, oui, ouais, bon, oui. Alors un mot peut-être aussi des matières utilisées, c'est-à-dire que vous avez parlé de la toile, qui peint parfois le revers de la toile, mais il y a également utilisation de toutes sortes de matières. Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai une histoire. Il m'a raconté un jour, il était dans son atelier. Il reçoit, avant sa rétrospective à la Tate Gallery, 2 conservateurs qui sont intrigués par une matière sur une veste à chevrons d'un portrait de Eric Hall, qui fut son premier mentor avec qui il a partagé sa vie. Et qui a acheté un tableau qu'il a vendu justement à Alfred Barr au MoMA à New York, qui était l'acte fondateur en fait du départ d'une grande carrière, puisque c'est la première fois qu'il y avait une toile importante de lui dans un grand musée. Voilà. Et alors donc pour revenir à donc les 2 conservateurs demandent qu'est-ce que c'est, on comprend pas ce que c'est, et lui il est parti d'un grand fou rire, il a dit mais c'est de la poussière que j'ai ramassée dans mon atelier, justement dans ce magma par terre, dans ces strates de poussière, de peinture et autres choses, de chiffon, etc. Et qu'il a peint avec son ongle comme ça. Alors il leur a dit ça, alors ils étaient épouvantés, paraît-il. Bon, oui. Voilà. Mais ça l'amusait beaucoup. C'était comme à la conservation, comme une farce. Épouvanté. Oui, oui, oui. Et alors, si on revient au départ de notre conversation avec toujours ce verre, cette mise sous verre des tableaux, comme il utilise différentes techniques, notamment les bombes aérosols, des choses très fragiles, des matériaux très fragiles, du pastel, le pastel, bon là maintenant la poussière, etc. Tout ça, la craie, tout ça c'est très volatile comme matériau, donc l'être mis sous verre en même temps protégé aussi. Hein. Enfin, il y a à la fois l'aspect physique et l'aspect la mise à distance. Enfin, il y a la mise à distance, mais il y a aussi le fait que au XIXe siècle, à un grand moment de peinture, on a adoré mettre des œuvres à l'huile sous verre. Ce qui nous surprend un peu, mais on les mettait très fréquemment sous verre. Et Bacon, qui était un grand savant autodidacte de l'histoire de la peinture, le savait très bien. Et il y a aussi un clin d'œil à ça, dans son cas. De mettre un beau cadre avec le verre. C'est au fond un hommage à certaines personnes qu'il admire particulièrement dans l'histoire de l'art, qui sont les gens, au fond, Degas, Manet, Monet, qui parfois avaient des verres, qu'on a enlevés depuis, du reste. On a enlevé systématiquement dans les musées ou chez les particuliers, on a enlevé les verres qui gênaient, soi-disant, les œuvres. Mais ils étaient là. C'était une pratique très fréquente.
Et Bacon la reprend à son compte. Mais c'est aussi une mise à distance et en même temps une façon d'unifier définitivement l'œuvre. Et puis il y a la fragilité de tout. Ça, c'est juste. Le pastel n'est pas le plus fragile, mais quand même, il y a des éléments. Mais il y avait l'exposition, c'était en 87, c'est ça, non non, pardon, c'était avant l'exposition chez Claude Bernard. C'est 77. 77. Et là, la galerie est très basse de plafond, et donc les toiles touchaient presque à terre. Et donc là, on avait vraiment l'impression d'entrer dans la toile. Et là, il y avait déjà des sous-verts. Là. Il y avait déjà des... Ah oui, c'est depuis 62. Oui, voilà. Et là, dans cette exposition-là, on avait vraiment l'impression d'entrer dans les tableaux, quoi, parce que c'était presque la hauteur de... Je me rappelle. C'était très impressionnant, parce que la galerie est basse. Et puis elle n'est pas très grande non plus. Donc, il y avait des très grands tableaux, des triptyques gigantesques pour certains. Ah oui, il y avait le grand triptyque, mettons de 76, qui est un triptyque exceptionnel. Bon, il était là. Et donc on était dedans comme on n'a jamais plus été. Ben voilà, c'est ça. Et ça, c'était un effet qu'il voulait vraiment. Là. Oui, moi, il me l'avait dit. Que les gens pénètrent tout en étant tenus un petit peu loin et en même temps soient dedans. Et en même temps de les effrayer, parce que c'était quand même son but, quoi. Il y avait une part de non, peut-être de les choquer. Oui, c'est ça. Oui. Parce que lui-même emploie le mot très fréquemment, du reste, le mot choc. Oui. Au lieu de dire peut-être parfois surprise. C'est vrai. Oui. Ça, c'est peut-être une déformation de la langue, là, peut-être. C'est une des rares déformations. Oui. Il emploie le mot choc pour lui, au lieu de dire surprise, pour souvent. Et il faisait ça. Même dans ses interviews, je le vois. Mais dans la conversation aussi, il le faisait. Et donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là. Il avait envie, en tout cas, lui souhaitait être bouleversé, et il avait envie de bouleverser les gens, de bouger les gens, de changer. Atteindre le système nerveux, c'était son expression. Oui, atteindre directement. C'est-à-dire, son idée, c'était d'avoir un raccourci phénoménal qui doublerait tout et qui permettrait d'atteindre le système nerveux d'un seul jet. Et donc, tout était donné comme un coup de poing. Et le tableau devait être un coup de poing. Et il y réussit parce que les gens qui sortent de l'exposition qui est à Beaubourg, si vous pouvez y aller, moi je vous encourage évidemment à y aller. Les gens qui en sortent, il y a des gens qui sont choqués et il y en a d'autres qui sont enthousiasmés. Il y en a qui détestaient avant et qui détestent toujours après, mais en même temps ils s'interrogent, quoi. Donc c'est pas. Oui, Yves Perret, vous dites à la fin de votre ouvrage qu'aujourd'hui, plus que jamais, Bacon est un marqueur prépondérant de l'histoire de l'art. On pense aussitôt à Picasso, et l'un comme l'autre, vous dites tout ce qui, en même temps, éloigne Bacon de Picasso. C'est-à-dire qu'on a souvent mis en avant la dette de Bacon vis-à-vis de Picasso. Or, il semble que l'affaire soit beaucoup plus complexe. C'est complexe, mais ça a été le déclencheur, le déclic, d'ailleurs c'était son terme, le déclic, quand il a vu, je crois que c'était en 23 ou 25, l'exposition... En 28. Oui, l'exposition chez Rosenberg, ça, rue de la Boétie à Paris, donc c'est peut-être 28, oui. Et donc il a découvert, c'était vraiment un choc, cette exposition de Picasso, et c'était la période dite de dinars, non, grossièrement, c'est ça. Ces femmes qui courent, ces baigneuses qui courent sur la plage, et puis ces corps, justement, qui sont déjà déformés chez Picasso. Et ça, je pense que c'était le vrai déclic est là. Et après, en fait, il faut quand même ajouter qu'il avait une ambition colossale. C'est pour ça qu'il a beaucoup détruit, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est parce qu'il lissait la peinture à un niveau, il voulait être le meilleur et le premier. Et il y est parvenu. Voilà. Ce qu'il y avait aussi, c'est pas inintéressant, c'est quand il a vu l'exposition de Picasso. En fait, personne ne le sait, mais c'est pas une exposition de peinture, c'était une exposition de dessin. Oui. Et un jour qu'on en parlait, j'ai dit, mais Francis, c'était des dessins. Il m'a dit, oui, ça ne manque pas de sel. Parce qu'en réalité, mais ça c'était vrai avec tout le monde, il était selon les heures et selon les jours, d'humeur différente vis-à-vis des choses qu'il appréciait ou n'appréciait pas. Il pouvait être plus ou moins féroce ou plus ou moins très généreux. Féroce, oui. Quand il était féroce, c'était excessivement. C'était très féroce. C'était dans l'excès. Et quand il était, oui, et
excessivement. Et quand il était généreux, c'était généreux. Et avec Picasso, particulièrement, il y avait quand même un hiatus assez intéressant parce qu'ils étaient aux antipodes. En réalité, Bacon était quelqu'un de plus vertigineux que Picasso. Picasso était au fond quelqu'un de très, très doué, qui impressionnait tout le monde, forcément. Mais il y avait quand même une divergence entre eux. Et ça, Bacon, parfois, le marquait très fortement. Moi, ça m'interrogeait beaucoup parce que je voyais bien cette différence et je voyais bien qu'il y avait une sorte d'excès dans le rapprochement. Et lorsqu'il y a eu l'exposition au musée Picasso, Bacon-Picasso, là, j'ai compris que j'avais raison, mais je ne l'avais jamais vérifié, puisque c'était des œuvres qui étaient mises les unes à côté des autres, on pouvait comprendre. Confrontation, oui. Ah oui, là, c'était très net. Et la différence était énorme, 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 énorme. Il y a un autre nom qu'on n'a pas cité encore et qui est pourtant important, c'est Giacometti. Alors, le rapport Bacon-Giacometti, l'un et l'autre faisant parler. Il y a beaucoup de choses qui les rapprochent, à vrai dire, bien que leur œuvre n'ait rien à voir, enfin, formellement. Mais leur mode de vie peut-être un peu. Oui, plus. alors bon, ça on peut en parler, mais bien sûr, mais on peut en parler un peu, mais d'abord, c'est l'intérêt, ils peignent tous les deux la condition de l'homme. Donc, ce sont pour moi les deux plus grands artistes que je mets même avant Picasso du XXe siècle. Pour moi, ce sont les deux qui ont réussi à capter l'essence même de l'homme, c'est-à-dire sa confrontation avec la solitude, avec la mort. C'est ça chez Giacometti comme chez Bacon. Et alors après, dans leur mode de vie, oui, ils vivaient dans des petits ateliers où il y avait un bordel monstre, il y avait un désintérêt de l'argent. Des vies nocturnes agitées. Et puis des vies très agitées pour Giacometti qui fréquentait, il y en avait encore des bordels, et puis après des bars où il y avait des prostituées. Et puis, Giacometti en parle même dans ses écrits, et vous retrouvez ça facilement, il parle du Sphinx, etc. Et puis moi j'ai fait un petit livre qui s'appelle Le dernier modèle, où j'ai rencontré Caroline, qui était son dernier modèle et son dernier amour. C'était une prostituée qu'il avait rencontrée dans un bar de Montparnasse et avec qui il était tombé amoureux, avec qui il a passé beaucoup de temps les 6 dernières années de sa vie. Voilà. Mais apparemment, donc Bacon aimait surtout chez Giacometti, non pas la sculpture, mais le dessin. Le dessin. Il aimait passionnément le dessin de Giacometti. C'est-à-dire qu'il était d'abord très fasciné par Giacometti, homme, comme Giacometti était fasciné par Bacon, homme. Ça, il y avait ça déjà qui jouait. Ils avaient ce côté, la figure humaine, qui les obsédait dans les deux cas. Et pour ce qui est de Bacon, il admirait chez Giacometti énormément ses dessins. Ça, sans réserve. Il considérait que c'est un des plus grands dessinateurs de tous les temps. Et il admirait moins, mais quand même beaucoup, sa sculpture. Et là où il était très, très sévère, c'était pour la peinture de Giacometti. Il disait que c'était non. Mais ça n'allait pas du tout. Du reste, en quoi il n'a pas tout à fait tort. C'est une peinture qui est quand même moins... Il lui manque peut-être sa lumière ou la force qu'il y a dans les dessins ou qu'il y a dans la sculpture. La sculpture est prodigieuse, les dessins sont absolument géniaux, et la peinture à côté fait copie de ça, en n'ayant pas les moyens peut-être de la copie. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et Bacon avait raison. Il était pourtant sévère parfois, mais là, pour une fois, il avait raison, d'autant plus que s'il avait dit Giacometti, c'est rien, ça aurait été peut-être gênant, mais il disait tout le bien qu'il pensait des dessins et toute la fascination qu'il exerçait sur lui, la sculpture, d'autant plus que Bacon avait toujours rêvé d'être sculpteur. Bacon, il s'était essayé, il m'a dit, oui. Mais il avait rêvé d'être sculpteur, et du reste, il y a un tableau de la fin qui est extraordinaire, où il y a une sculpture sur un socle, et les personnages qui passent dans une rue, et les personnages qui passent dans une rue sont des ombres qui n'ont pas de vie, on dirait, enfin, qui sont comme des marionnettes qui avanceraient, et la sculpture est de chair. Et ça, c'est un tableau que je vous conseille de regarder. Il est extrêmement beau, extrêmement émouvant, et il dit, au fond, tout
tout l'amour de Bacon pour la sculpture. Alors, il y a juste, pour finir un peu sur le rapprochement entre les deux, il y a cette phrase qui est de Beckett, je crois, qui les rassemble vraiment l'un et l'autre, c'est « créer, c'est échouer ». Et ça, ils étaient mécontents de tout ce qu'ils faisaient, et voilà, donc l'un et l'autre. Et ça, on leur arrachait effectivement les toiles ou les dessins, ou voilà. Alors, à propos de dessin, l'une des découvertes dans votre livre, c'est d'avoir à la fin des esquisses. On connaît mal les esquisses de Bacon, ce qui pose des questions sur la manière de créer. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous faisait, à votre avis, d'abord des esquisses et ensuite les tableaux eux-mêmes? Est-ce qu'il se lançait droit sur la toile? Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais ce qu'il m'en a dit et ce que j'en ai vu dans les œuvres. Alors, au fond, Bacon a détruit beaucoup de ses dessins ou de ses peintures sur papier. Il ne voulait pas admettre qu'il en faisait, du reste. C'était un sujet tabou. Et moi, quand je lui ai posé la question un jour dans un de nos repas, je lui ai dit « Francis, qu'est-ce qu'il en est au fond? Vous ne faites jamais de dessin ?» Et alors, il m'a expliqué que oui, qu'il barbouillait, qu'il faisait des choses sur le papier, tout ça. Bon, peu importe. Et en réalité, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, et surtout si j'ai bien vu moi-même, il y a des dessins qui sortent aujourd'hui qui ne sont probablement pas de Bacon. Mais tout n'est pas faux. Hein? Énormément. Énormément. Je pense que la plupart ne sont pas de Bacon. Mais il y a des dessins qui sont vraiment de lui. Bon. Et dans ceux qui sont vraiment de lui, il y a trois choses. Il y a ceux qui sont sans rapport avec quelque tableau que ce soit de manière directe. Il y a ceux qui sont en rapport avec un tableau, mais qui sont faits après le tableau. Et il y a ceux qui sont en rapport avec un tableau, mais qui sont faits avant le tableau. Donc, il y a tous les cas de figure. Il y a des dessins, ou plutôt des peintures sur papier qui sont libres de tout tableau. Il n'a pas fait le tableau équivalent, en gros, pour faire vite. Il y a ceux qui sont des reprises, comme il fera des reprises à l'huile aussi. Hein, donc, là, c'est sur papier. Et puis, il y en a qui annoncent. Il y a les trois cas. Quand ces dessins sont très beaux et très émouvants. Moi, j'ai voulu, puisque je voulais mettre le maximum de choses et donner un panorama complet de Bacon dans mon livre, c'est ce que je lui devais, en fait, en gros. Eh bien, je n'ai pas voulu en mettre trop, mais j'en ai mis 8 que j'ai choisis dans la trentaine de peintures sur papier que l'on connaît, qui sont à la tête moderne. Et puis, j'ai aussi mis quelques aquarelles des tout débuts, qui sont très différentes, mais qui sont des aquarelles aussi, pour montrer que sur le papier, Bacon était finalement très doué. Il était très... En fait, il est peintre plus que dessinateur. Enfin, c'est des dessins de peintre. Exact. En fait. C'est Est-ce qu'il faut rappeler qu'il était autodidacte quand même? Oui, il n'a pas fait de cours. Il avait en partie totale. Oui. Ce qu'il y a de formidable chez Bacon, peut-être beaucoup de choses sont formidables, mais une des choses les plus étonnantes est que Bacon soit arrivé à une telle maîtrise de la peinture, était un homme qui, bien sûr, était un technicien impeccable, mais qui dépassait tout ça, parce qu'il était surtout un visionnaire exceptionnel. Mais ce qu'il y avait de plus formidable, c'est qu'il n'avait jamais reçu un cours. Il n'avait pas fréquenté d'école d'art, il n'avait pas fréquenté quoi que ce soit, d'atelier, il s'est formé entièrement lui-même. Il a été, à un moment donné, aidé par plusieurs amis, plus âgés que lui. De Maistre, Roy de Maistre. Et Graham Sutherland, c'est les deux qui l'ont un peu... C'est pas rien. C'est surtout, à vrai dire, c'est surtout, mais ça c'est indifférent, c'est surtout Roy de Maistre qui l'a énormément formé aidé tout de même, oui. à se donner à des techniques. Mais Bacon était de ces types, c'est pour ça qu'il avait été décorateur si brillant, c'est qu'il dominait tout de suite les techniques. Tout de suite. En une seconde, il avait dominé les techniques. Il y a des peintres comme ça. Il y a des peintres qui dominent la technique tout de suite. On leur montre une chose, ils le font mieux que celui qui leur a montré avant en le refaisant. Alors ça arrive. C'est arrivé, c'était le cas de Fautrier. Je me suis beaucoup intéressé à Fautrier. Fautrier était comme ça. Il a toutes les techniques, il les dominait tout de suite. Et comme Bacon, c'est un point commun qu'ils ont, c'est qu'il dépassait ces techniques. C'est-à-dire qu'il maîtrisait admirablement ces techniques pour en faire toute autre chose, c'est-à-dire une espèce de vision du monde qui dépasse toute technique, évidemment. Mais ils étaient des techniciens. Il y a une chose, c'est que personne ne l'a vu peindre. Non.
À tel point que moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui peignait à sa place. Non, je plaisante. Mais non, il y a un peintre qui est un Marocain, que justement, dans sa période qu'on évoquait tout à l'heure, quand il était au Maroc à Tanger, qui s'appelle Yacoubi, qui est un jeune peintre qui a été son amant, je pense. Oui. Et donc, il l'aurait vu peindre. Voilà. Mais c'est tout. Moi, je n'ai pas rencontré Yacoubi, donc je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour avoir vu une chose que moi je sais par Bacon, mais que je n'ai pas vue, je vous le dis tout de suite, c'est que Bacon peinait sur un tableau. Il avait passé ses 15 jours et ça n'aboutissait pas vraiment. Il y a quelque chose qui manquait. Et le tableau était magnifique, mais il manquait quelque chose. La personne m'a dit avoir vu la scène. Moi, je ne le crois pas. Je crois que Bacon a raconté la scène comme il l'a fait à moi. C'est-à-dire que Bacon, n'arrivant pas à finir son tableau, s'est énervé. Il a pris une boule de matière picturale, il l'a lancée sur le tableau, en plein milieu du tableau. De toute façon, on le voit encore aujourd'hui quand on voit le tableau, et on voit et ça s'est dispersé comme ça. Il a retouché à peine. Il a dit ça y est. Et le tableau est... C'est une sorte de tachisme, en fait. C'était un tachisme, oui. Oui. Il l'a fait plusieurs fois, c'est des crises de violence, parce que c'était perdu pour perdu. Alors, comme c'était un joueur, perdu pour perdu, il a ramassé, il a mis un lancer terrible, ça a explosé la toile, comme ça, et ça a donné ce qui manquait. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, malgré son masochisme, il ne voulait pas être vu peignant. C'est sûr, oui. Moi, quand je suis rentré dans son atelier, il y avait une toile qui était commencée, qui était un hommage à un torero, d'après une poésie de Garcia Lorca. Et la toile était entamée. Et il m'a dit, ah, non, il ne faut pas voir ça. Alors évidemment, je l'ai vu. Il m'a dit, bon, aidez-moi à la retourner. Alors bon, je l'ai aidé à la retourner, mais je l'avais vu. Mais je ne l'ai pas vu peindre, voilà. Alors, une dernière question de ma part avant de vous donner la parole. Il y a actuellement une exposition à Beaubourg. Il y a depuis de nombreuses années plusieurs expositions partout dans le monde, puisque Bacon est connu partout dans le monde. Est-ce qu'il a une place évidente dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de l'art contemporain ? Est-ce qu'il est possible qu'il ait des héritiers ou est-ce qu'il est un ovni en quelque sorte ? Il y a surtout beaucoup de copieurs. Enfin, c'est énorme. Enfin, mais on ne peut pas copier Bacon, c'est impossible. Enfin, c'est absurde même. Ben non, c'est absurde. Non, il n'y a pas de, c'est pas possible. Il n'y a pas de descendance. Non. Il n'y a pas de descendance. Non. Il y a des gens, on peut les comprendre, qui admirent, et quand ils sont peintres et qu'ils admirent, certains sont tentés. Oui, il y a des choses qui sont dues à Bacon, qu'on voit. Les meilleures, du reste, sont les choses les plus métamorphosées, comme il faisait lui-même. Lui-même est un homme de métamorphose. Alors, on en a parlé cet après-midi, on l'a évoqué. Son voisin de palier à Paris, pendant la période où il vivait à Paris, rue de Birague, près de la place des Vosges, au premier étage, son voisin de palier, c'était Vladimir Velikovitch, qui vient de disparaître d'ailleurs au début de l'année. Et Velikovitch, c'est comme une sorte de sous-Bacon, parce qu'il y a des personnages en mouvement. Il a introduit des flèches également. Parce que tout le monde n'introduit pas de flèches, justement, dans ses peintures, enfin, sauf quand on peint le Saint-Sébastien. Mais... Est-ce que, justement, sa force, c'est pas de ne pas avoir eu d'héritier en peinture avec une manière à la Bacon, mais de faire que chaque personne qui voit un tableau de Bacon est tellement touché qu'en lui-même, il recrée sa propre part de Bacon, si je puis dire. Oui, mais alors, il y a des gens qui imitent surtout ce qui intéresse les autres peintres, c'est d'essayer de capturer ce qui est impossible, le mouvement. Et ça, c'est impossible. Alors, il y a même beaucoup de photographes qui ont essayé de faire du Bacon, mais en photographie, où on voit les personnages comme ça, un peu flous, en déplacement. Bon, mais ça doit être possible. Je sais pas, je suis pas photographe, mais enfin, ça doit être... Non, ce qu'il y a, je pense que il y a un ressenti très fort, même pour Vladimir Velikovitch, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait une telle admiration. C'est ça. C'est une admiration. C'était un fanatisme. Velikovitch était extrêmement admiratif de Bacon. Et il en parlait presque... Oui, enfin, c'était excessif, même quelque part. Mais en même temps, c'était juste. Mais je ne pense pas qu'il l'ait copié. C'est-à-dire qu'il avait rencontré quelqu'un qui, sur le terrain qui était le sien,
lui était encore supérieur, nettement supérieur. Nettement. On peut pas. J'aimais beaucoup Vladimir Mitkovic, il est mort il y a quelques mois. Bon, mais ceci dit, on ne sait pas lui faire injure que de dire que Bacon lui était très supérieur. Il écrasait tout le monde. Il écrasait tout le monde. Personne n'a résisté. Par exemple, ses amis anglais qui étaient peintres à côté de lui, même les meilleurs, ont été écrasés par lui. C'est sûr, c'est certain. Il ne pouvait pas exister en face. C'est-à-dire que c'était une telle puissance. C'était une telle force. Il y en a qu'un, c'est Freud, bon, qui... Lucien Freud. Oui. Lucien Freud. Freud. Lucien Freud, oui, mais c'est très bien, Lucien Freud. Mais c'est pas Bacon. Non, et puis il s'inscrit... Ça ne va pas changer l'histoire de Freud s'inscrit dans une tradition de la peinture anglaise. Enfin, il y en a d'autres avant lui qui... même avant, mais même avant, le peintre du 19e qui s'appelle Lévis, des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Non, il y avait aussi Frank Auerbach. Auerbach, oui, très intéressant. Bien, hein. Moi, je ne veux pas dire que ça. Simplement, je trouverais injuste, parce que les types comme Frank Auerbach ou Lucien Freud, qui étaient contemporains de Bacon et ses amis, qui étaient ses deux meilleurs amis, en fait, en peinture, ce sont deux types qui sont des beaux artistes et qui sont des gens... qui étaient des gens tout à fait très bons peintres, oui. Très bien, et puis des hommes bien. Bon. Mais je pense que c'est pas les affaiblir. Ils peuvent rien. C'est une lutte impossible. Enfin, ils sont face à quelqu'un qui eux-mêmes étaient hypnotisés. Bien sûr. Ça, je me rappelle. Et je me souviens quand ils se sont fâchés, Freud et Bacon. Moi, j'aimais particulièrement un tableau qu'on va voir, je crois, tout à l'heure, qui est le portrait de George Dyer à bicyclette, que je considère comme un des plus beaux tableaux du siècle. Mais Lucien Freud, par amitié pour George Dyer et par affection formidable pour Bacon, a acheté ce tableau. Et quand ils se sont disputés, on ne pouvait plus le voir. Et moi, je voulais le reproduire. Alors Francis m'a dit, Yves, vous allez avoir quand même un hectachrome impeccable. Et j'ai su. Il m'a dit, cet ami ne veut pas, il ne m'a pas nommé, mais cet ami ne veut plus jamais montrer le tableau. Et quand j'ai reçu l'hectachrome, c'était Lucien Freud qui m'écrivait. J'ai vu qu'il possédait le tableau. Et j'ai compris. Et puis après, Lucien Freud a vendu, assez curieusement, j'ai jamais compris pourquoi, à Bayeler. À Bayeler, son tableau formidable, un des tableaux mythiques que Bayeler a payé l'équivalent, c'est Bayeler qui me l'a dit, de 4 tableaux de Bacon. Parce que pour pouvoir acheter ce tableau, personne ne voulait vendre. Enfin, tout le monde le voulait, mais ce n'était pas possible. Notre ami Lucien Freud l'a vendu 4 fois le prix. Le prix multiplié par 4. Et là, il a dit, là, je vends. Alors oui, et Bayeler a acheté. Ce que je trouve formidable. Alors, ça, c'est autre chose. Bon, il avait l'argent, donc il a acheté. Je vais vous donner la parole, donc si certains d'entre vous veulent poser des questions, simplement, je voudrais, petit mot de la fin pour ma part, rappeler ce que disait Bacon, c'est que les mots et la peinture sont deux langages différents et qu'il s'est toujours méfié de tout ce qui pouvait être dit sur sa peinture, ce qui nous rend très modestes, bien sûr. À vous la parole maintenant. Si certains d'entre vous souhaitent poser des questions. Oui, ils sont occupés. Oui, non, nom de thèmes que j'aborde. D'abord, moi, avec quand vous avez parlé de flèche, j'ai pensé quand même, en faisant un jeu de mots, que la flèche, on allait vers Saint-Sébastien. Ah oui. En jeu de mots, mais vous l'avez dit. Oui, mais flèche en anglais, ça signifie chair aussi. Ah oui, alors on peut faire encore d'autres rapprochements. Ce que j'ai trouvé très intéressant quand vous avez raconté comment il ne voulait pas qu'on le voit peindre, parce que là, on pourrait s'approcher de quelque chose qui tient du mystère, c'est-à-dire du sacré, en fait. Mais c'est une énigme. Parce que c'est au-delà de la modestie, je dirais. C'est quand on fait une œuvre si extraordinaire, personne ne doit voir comment elle se fait.
Et l'autre chose, mais vous avez répondu en partie, c'est le rapport avec la photo, quand vous avez parlé de Muhlbrück. Et moi, j'avais pensé au Polaroid, le début des Polaroids, quand on ratait les photos, ça donnait des choses très, très bizarres, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Oui. Qu'on fait maintenant avec les tablettes, où on fait du Bacon. Vous en avez suggéré ça, c'est-à-dire des visages complètement déformés. Oui. Ce qu'on voit au début de l'exposition à Beaubourg, c'est frappant. Ce sont des portraits d'ailleurs, mais c'est le rapport à la photo finalement. Il y a des questions, des réactions peut-être parmi vous? J'ai une question un peu décalée, parce que vous avez beaucoup tous dit que Bacon était très reconnu en France. Hein. Effectivement, il y a eu beaucoup d'expositions. Tout ça. Moi, j'ai l'impression, connaître un petit peu des représentants de l'art officiel, des officiels de l'art contemporain. Au contraire, en France, on a l'impression que c'est un peu... Quand on demande à des gens un peu d'officiels comme ça, de dire, tracer une histoire de l'art contemporain depuis les années 40, tout ça, on a l'impression qu'on oublie Bacon. On dit Bacon, on répond... On oublie. Ah, on oublie. Ah, je ne sais pas qui vous fréquentez, monsieur. Je ne sais pas. Non. Peut-être vous avez raison, monsieur. Il est possible que dans des classifications qu'on veuille rigides, Bacon apparaisse comme quelqu'un à la fois de différent, de trop différent en quelque façon, et aussi de trop, comment expliquer ça, de trop haussé aux yeux de ces gens-là, au niveau mondial. Il est tellement, haussé, que, évidemment, ça peut gêner si on veut classer. Il est difficile de classer Bacon. Voilà. Il est difficile de le mettre... Il est à part, il ne fait pas partie d'un mouvement. Donc, non, il ne fait pas partie d'un mouvement, il est tout seul. Mais oui. Il est seul avec son drap. Picasso a fait partie de plusieurs mouvements, Matisse a fait partie de plusieurs mouvements. Même si après, ils ont poursuivi seuls une œuvre... Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Non? Alors on va passer au dernier volet. Donc on projette quelques... Oui, on a le temps. Attention, vous êtes dans l'image. Alors oui, il y a également dans le livre d'Yves Perret plusieurs photos qui ont été choisies. Je dis un mot quand même de la présentation de ce livre, c'est-à-dire que volontairement, vous avez dissocié le texte et les nombreuses reproductions de tableaux ou d'œuvres diverses, et chaque nouveau chapitre est précédé par une photographie. Pratiquement, presque tout. Voilà. Donc vous avez voulu que les images ne viennent pas simplement illustrer le texte. Je voulais pas... c'est-à-dire, si on mêle les images et le texte, on affaiblit les images parce qu'elles sont d'illustration, et on affaiblit le texte parce qu'il y a un commentaire. Je voulais pas ça du tout, ça ressemblait pas du tout à mon propos. J'avais fait 7 variations sur Bacon. Bon, je voulais que le texte soit indépendant et les images totalement elles-mêmes. Et quant aux photos, alors c'est un peu autre chose. J'estimais que je voulais donner la parole à la peinture, bien sûr, avant toute chose. Et si j'ai mis quelques photos, c'est parce qu'elles sont toutes admirables. Il y en a tellement, et j'en ai choisi une petite dizaine comme ça en contrepoint, pour rappeler le visage de Bacon, et une fois celui de George Dyke. Voilà. Je ne sais pas, on n'a pas encore les images, donc peut-être d'autres questions à poser de ma part, s'il n'y en a pas d'autres dans le... Là, c'est son atelier. Là, il est en haut du palier qui doit faire 2 mètres carrés. Vous voyez, là, il y a 2 mètres carrés. Et c'est comme un escalier de meunier qui est vraiment très, très raide. Et la corde... Alors... Oui, il y a une photo très célèbre de Bacon, ou plusieurs photos qui sont à ses débuts dans les années 50, je crois, entre 2 grands morceaux de viande. Oui. Ah oui. Vous ne l'avez pas reprise dans votre livre. Parce qu'elle est très connue. Pourquoi? Parce qu'elle était trop connue, mais pour lui, se montrer, alors qu'il a dit plusieurs fois « nous sommes de la viande » ou des phrases de ce type-là, est-ce que c'était une part de provocation de sa part, une mise en scène, de se montrer ainsi torse nu
avec 2 grands quartiers de viande. Ben, c'est peut-être une idée du photographe. Je ne sais plus qui est le photographe, mais un photographe je l'avais marqué. très connu, je crois. pense que c'est Très connu. Oui. Enfin, le photographe est connu. Pardon. C'est de John Deakin. Oui, c'est ça. C'est John Deakin. Alors, John Deakin et C'est de Bacon, 52. ils étaient très très liés, Très complice, amis. oui. Bon, ils étaient amis à Soho, très très fortement amis. Et John Deakin a demandé à Bacon cette photo, ça maintenant ça me revient. Et en fait, c'était en contrepartie de toutes celles qu'il prenait, dont on va voir des. Puis, on le voit ici. Et puis c'est la référence à Rembrandt, évidemment aussi. Voilà, Hein, c'est la référence Bœuf à écorché, Rembrandt. etc. Oui, c'est un clin d'œil. C'est plusieurs clins C'est d'œil. plusieurs clins d'œil. Oui. Voilà une première image. Ah oui, elle est belle. Ben là, c'est Henrietta Moraes, Henrietta oui. Moraes, oui. Avec qui il aurait eu, m'a-t-il dit, une aventure, voilà. Ouais, ça, Enfin, c'est je possible. vous dis ça parce qu'il l'a dit à personne d'autre, mais moi, il me l'a dit. Je l'ai de sa voix sur une bande magnétique, voilà. Ah oui, c'est ça. Henrietta, il pensait toujours, c'est la seule femme, parce que Bacon, tout homosexuel qu'il ait été, s'est beaucoup intéressé aux femmes. Et il était fasciné, il avait comme ça une dizaine d'amis. C'était vraiment des amis. Il y avait Sonia Orwell aussi. Sonia était très, très amie de... Très proche, il allait déjeuner chez elle. Elle était voisine, d'ailleurs. Et moi, je vais vous dire, dans un numéro que j'avais fait, C'est un la hommage veuve à de- Michel Léris, où il y avait j'avais demandé à Bacon d'écrire un petit texte sur Michel Léris. Et Bacon n'était pas un écrivain, il ne voulait pas écrire ce texte. Mais il était quand même... Alors, il a essayé de faire un entretien. Et puis, il a renoncé. Puis, Sonia Orwell m'aidait. Je disais à Sonia, je veux ce texte. Et alors, elle a fléchi, finalement, Francis, qui a écrit un texte d'une demi-page, mais magnifique, superbe, sur les... Donc, il avait beaucoup d'amis comme cela, mais les deux, probablement, en dehors de Muriel Belcher, qui comptait beaucoup, mais les deux qui comptent le plus, c'est Isabelle Rawson et Henrietta Moraes. Elles sont deux femmes, c'est les deux avec qui il a prétendu avoir des rapports. Voilà, Au fond, c'est ça. ces deux femmes qui représentent deux choses. Isabelle Rawson, probablement la tradition de l'art chez la femme. Parce qu'il faut rappeler, il faut modèle, rappeler qu'elle a été modèle dans l'ordre plus ou moins de Rhin, Giacometti, Balthus. Elle a été l'amante de Georges Bataille. Alors, il s'est inscrit un peu dans cette continuité-là de gens qu'il admirait, aussi bien Bataille que Balthus, que Giacometti, etc. Il manquait plus que Picasso. Mais Picasso avait remarqué d'ailleurs Isabella Rofford qui dînait avec Giacometti chez Lippe à Paris, et il voulait la voir, et en fait, Giacometti lui a interdit à Isabella Rofford d'aller voir Picasso, et Picasso a quand même fait un portrait d'Isabella Rofford. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Et puis il y a un magnifique buste sculpté qui s'appelle l'Égyptienne, et c'est le modèle, c'était Isabella Rofford. Voilà. Alors, pour ce qui est d'Henrietta Moraes, qui était une femme d'une très grande beauté, Très charnel d'ailleurs. Très charnel. Oui. Francis Bacon C'était pas un était Giacometti. très fasciné, et il disait c'est un morceau. Morceau de viande. Et voilà, c'est ça. Morceau du boucher. Il voulait restituer, et jamais, c'est la seule des femmes qu'il a peinte qui est toujours nue. Les autres sont vêtues ou dénudées, mais elle, toujours. Là, c'est dans les premiers portraits de 63. Hein, il est le frère, si vous voulez, elle est couchée sur le lit avec seul le boa qui cache sa nudité. Après, un peu une photographie de Deakin, mais très librement interprétée. Les couleurs sont fantastiques, le violet, les rouges, le blanc du lit avec ses taches, tout ça. Ouais. Et là, elle est cabossée, mais en même temps, elle garde sa beauté. Et il a élargi exagérément toutes ses formes. Il en a fait une femme de la préhistoire, en quelque façon, de ces statues extraordinaires, votives. Et il avait pour elle une sorte d'immense affection. Et c'était réciproque. Et de toute façon, quand Deakin a voulu prendre des photos d'Henrietta, elle lui a dit non, on ne va pas faire ces photos parce que c'est pas dans l'esprit de Francis. Il n'a pas pu demander ça. Et Deakin est revenu, il a dit Francis veut ça. Et alors, ils ont pris des photos. Ce qui a servi de base à tout ça. En même temps que ce tableau, il y a un autre tableau extraordinaire qui est ce tableau où Henrietta n'est pas nommée dans le titre, où on la voit en train de prendre une seringue hypodermique qu'elle se met et où elle se drogue.
Et en fait, ce portrait de 63, lui aussi, qui reste anonyme, puisque Arrieta n'est pas nommée, alors qu'on la reconnaît parfaitement. Mais c'était très intriguant, parce que quand Francis a peint ce tableau et qu'il a placé une seringue dans le bras d'Henrietta Moores, Henrietta Moores ne droguait absolument pas. Et quelques années plus tard, mettons 8 ans plus tard, elle était effectivement, elle s'adonnait aux drogues, en partie. Bon, après, elle n'a plus fait, mais elle s'est adonnée un moment, pendant quelques années, aux drogues, assez fortement. Donc il l'a encouragée, quoi. Ben non, il n'a pas. C'est le diable. Non, mais elle disait elle-même que c'était qu'il était devin, qu'il avait anticipé son devenir. Quoi. Alors, il y a énormément de tableaux. Elle figure dans 30 tableaux de Bacon, à peu près une trentaine. Comme bon, c'est une sorte d'hymne à la nudité féminine. On passe à la suivante, peut-être. Ah, c'est le chef-d'œuvre. Dans certains des œuvres. À vous de commenter. 66, c'est le fameux portrait, je vous en ai déjà parlé, c'est le portrait de George Dyer à bicyclette. Portrait de George Dyer à bicyclette, où on voit la bicyclette se dédoubler, on voit comme un jeu, comme serait dans un cirque ou dans un jeu une arène, des enfants, une Qui arène. arrive plusieurs fois dans les deux. Toujours, il y a toujours ça, toujours les choses circulaires qui hantent Bacon. On voit aussi, c'est la première fois, les flaques de peinture qui là donnent l'image plutôt de la force de la et George Dyer. C'est un très grand tableau. C'est ce tableau que possédait Lucian Freud, l'ami de Bacon et de George Dyer. George Dyer étant parmi les 4 très célèbres amants de Bacon qui se sont succédés dans la vie, celui qui est le plus étonnant en quelque façon, celui qui a peut-être été le prototype, par son suicide aussi après, de ce que Bacon attendait, c'est-à-dire de construire sa propre tragédie. Mais il y en avait d'autres qui s'étaient suicidés avant. Il faut rappeler qu'il se suicide le jour même. Non, 2 jours avant. 2 jours Deux jours avant Ouais. du vernissage. De l'exposition 71 au Grand Palais. Au Grand Palais. Oui, c'est ça ce qui se passe. À l'hôtel des Saints-Pères. Mais ça, c'est un tableau dont tout le monde... enfin, moi, j'ai vu énormément de collectionneurs richissimes qui voulaient ce tableau, et tous les musées. C'était un tableau que tout le monde voulait. Mais comme je vous l'ai dit, Bayer a payé 4 fois son prix. Bon, bah là, il n'y a plus grand monde qui peut suivre. Et donc, il a eu. Voilà un triptyque. 62, ouais, c'est 62. Franck ? Non, allez-y. Hein. Oh, bah. C'est la crucifixion de 62, il faudrait la mettre en relief avec celle de 65. Bon, on voit l'homme avec le brassard nazi. Hein. Oui. Là, on a au fond l'effet de crucifixion, les voyous, enfin, le lit avec l'acharnement et la véritable crucifixion qui est latérale cette fois-ci, qui n'est pas comme dans celle de 3 ans plus tard, qui sera centrale. Hein. Voilà. Du reste, on le voit bien, en fait, le triptyque est étonnant parce qu'il est là. Ça devrait être au milieu, parce que regardez, ces parties-là sont latérales. Oui. Et donc, il a disloqué probablement le triptyque. C'est-à-dire, le triptyque n'avait été... Probablement, ça a été la partie gauche, ça a été la partie droite, et ça a été la partie centrale au départ. Je suis presque sûr. Oui, mais ce sont 2 verticales qui encadrent mieux. Voilà. C'est pour ça qu'il a changé. Oui. Mais regardez, Oui. c'est sûr qu'il avait fait comme ça. Et on retrouve la forme de la reine encore, Alors, la circulaire, Et la chambre d'enfant. qui renvoie à la chambre de son enfance. Parce qu'il avait une en chambre, Irlande. il était dans une maison étrange que ses parents avaient achetée en Irlande ou en Angleterre, il y avait plusieurs fois, mais il y a une maison dont les pièces étaient rondes. Et cette maison dont les pièces étaient rondes a inspiré à Bacon tous ces tableaux qui sont toujours, il y a toujours une forme Avec cette forme circulaire, oui. qui en même temps renvoyait au théâtre, à la corrida, au cirque, à toutes ces choses qu'il aimait tant, au jeu de marionnettes, tout ça, tout est rond, comme ça. Et alors on apparaît, la scène. C'est pas la scène du Christ. Mais... c'est Georges Dyer. Ouais, là c'est terriblement magnifique. C'est magnifique comme touchant au niveau de la vie, parce que après la mort de George Dyer, il y a eu les fameux triptyques en hommage à George Dyer, les trois
trois triptyques obscurs ou intimes ou d'aveux, comme on dit les critiques, mais c'est des mots un peu insuffisants. Mais il y a eu aussi, avec ces merveilleux sols à la monnaie, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait ce triptyque de l'amitié. Et là, c'est George Dyer mort, avec sa photo. Là, c'est Francis Bacon, au centre, lui-même. Et là, c'est Lucian Freud, avec sa photo. Mais là, je pense que c'est plus le portrait de Bacon, là-haut. Non. Ah bon, j'ai toujours pensé que c'était Bacon. Non, c'est d'ailleurs qui vient de se faire boxer. Ah oui, évidemment. Non, là c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, simplement, ce que je veux dire, c'est que Bacon, avec son amant, et cet homme qui n'a jamais été son amant, c'est-à-dire l'élégance incarnée qu'est Lucien Freud, et puis la puissance, la force, l'étonnante, le charisme en même temps de George Dyer, et la fragilité. George Dyer était un type assez étonnant. Dans un autre triptyque de la vie de George Dyer, on voit George Dyer en modèle, George Dyer en boxeur et George Dyer en cambrioleur. Et c'était les trois métiers, si j'ose dire. Trois facettes, oui, parce que c'était un voyou, en fait. C'était un voyou au départ. Mais raté. Un voyou raté. Et c'était quelqu'un d'une puissance colossale, comme ça, et d'une élégance inouïe. Mais c'était Bacon qui lui payait des costumes il lui faisait tailler des costumes chez un grand faiseur. Oui. Old Bond Street, oui. Oui, à Bond Street. C'était assez étonnant. Mais il était élégant, bien sûr, tout ça. Mais il était, et puis puissant, costaud, tout ça. Et il était très fragile, mentalement très fragile. Et ce qui explique du reste son décès en 71 avant la... Le jet d'eau, oui. Et puis après Là, il voulait peindre une vague, en fait. Peut-être en référence à la fameuse vague de Kusai. Oui. Mais ça s'est transformé en jet d'eau. Et puis, je ne sais pas, après, qu'est-ce qu'il voulait en faire? Je ne me souviens plus très bien, en fait. Là, il voulait finalement restituer un univers, finalement, près des côtes, quoi. L'univers des stations balnéaires, en quelque façon. Là, on en est loin. Enfin. On en est loin, mais c'était son ambition. Oui. Son ambition. Et on va le voir au tableau suivant, parce que le tableau suivant est étonnant. Alors, ce tableau-ci, la dune... Magnifique, ça, c'est... Avec la flèche, encore. Et là, mon cher Franck, elle est merveilleuse, cette flèche. Ah oui, avec l'ampoule et la flèche. Alors, la dune, qui est en fait une femme, dune nude, on est d'accord. Et il se trouve, elle est encagée, comme je vous ai dit, comme toujours. Elle est du sable, mais elle est un corps. C'est encore Henrietta qui là, on retrouve, les thèmes. Et la cage. Là, on a beaucoup de choses. Et puis même l'arrondi, en fait, si on veut. Alors, si vous regardiez de près tous les tableaux de Bacon, qui sont à fond orangé, qui est très fréquent chez lui, enfin surtout dans la dernière partie, mais qui est annoncé par le fameux triptyque de 44, celui-ci est différent parce que c'est plus de l'orangé, c'est de l'orangé rouge. Il est presque vermillon, quoi. En fait. Presque vermillon. Et c'est sa différence, c'est très frappant. Il est actuellement à Beaubourg. J'ai aimé le revoir parce que ce rouge me frappait. Et même quand j'ai fait mon livre chez Gallimard, on m'a dit « Mais vous êtes sûr que c'est bien ce rouge, c'est pas orange ?» Ah, j'ai dit « Non, surtout rouge, vermillon. » Mais c'est quelque chose comme quoi le paysage est toujours un corps. On le voit ici. C'est un être humain. Voilà, nous allons laisser repartir nos invités. Je vais vous remercier. Et Vous venez d'écouter une double rencontre à la librairie Ombre Blanche le 19 novembre 2019 avec Yves Perret, auteur de l'ouvrage Francis Bacon ou la mesure de l'excès, et Franck Maubert, auteur de Avec Bacon, tous deux publiés aux éditions Gallimard.